Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Et aujourd'hui, nous allons parler du numérique en Afrique et on va même voyager, vous allez voir, avec nos intervenants. Donc l'Afrique est-elle le continent où se joueront les prochaines innovations numériques? Qui finance l'innovation en Afrique et quelles sont les dernières pépites en passe de devenir des champions du numérique? C'est ce que nous essaierons de comprendre avec nos différents experts en duplex aujourd'hui depuis le Maroc et le Sénégal. Le numérique pour tous spécial Afrique et numérique, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jean-Michel Huet. Vous êtes associé au sein du cabinet Bearing Point et à ce titre, vous accompagnez les gouvernements et organisations dans le développement de leurs activités numériques en Afrique. Et vous êtes également l'auteur du livre Afrique et numérique. Jean-Michel, bonjour. Donc, pour commencer, depuis quelques années, déjà, on voit que l'économie numérique est en train d'exploser en Afrique. Mais apparemment, ce ne sont pas les mêmes critères qu'en Europe qui font que cette économie explose. Est-ce que vous pourriez nous expliquer et nous dresser un bref panorama de cette économie? Bonjour Vanessa, oui, effectivement ça a explosé au cours des 20 dernières années, déjà parce que les télécoms ont explosé. En 20 ans, l'Afrique a fait ce que la France a fait en 80 ans, à savoir passer de 2-3% de gens qui avaient accès aux télécoms à plus de 60-70%. Donc ce qu'on a fait en presque un siècle, le continent l'a fait en 15-20 ans. Et aujourd'hui, effectivement, vous avez de plus en plus d'Africains qui ont non seulement accès au téléphone, mais aussi à la data, aussi à Internet. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, ça reste quand même le continent le moins connecté au monde. On estime qu'aujourd'hui, un tiers des Africains ont un accès Internet au débit. Tous les autres continents sont à plus de 50%. Cela dit, quand on voit d'où on part il y a 20 ans, c'est un extraordinaire progrès. Alors, il paraît également que la crise du Covid a accéléré certaines tendances dans certains secteurs économiques au niveau du numérique en Afrique. Le Covid a été un très bon directeur digital pour l'Afrique et on a vu exploser les usages, les besoins. Déjà parce qu'une partie de la population a télétravaillé, pas toute, mais une certaine partie, parce que ça a eu des impacts sur l'éducation, sur la santé. Donc effectivement, le Covid a bien contribué à renforcer l'usage du numérique et surtout, je pense, la prise de conscience par les pouvoirs publics qu'il était temps, au niveau des différents États, d'investir dans le numérique, déjà pour le gouvernement, mais également pour les citoyens, à travers la santé, l'éducation, que j'ai déjà cité, ou d'autres secteurs. Donc en fait, il y a une vraie prise de conscience que le numérique ne répond pas à toutes les questions, bien entendu, mais a un vrai apport pour le continent. Il y a des pays qui se détachent, vous voyez, par exemple, par rapport oui, il y a d'autres. des pays. Alors malheureusement, j'ai envie de dire, c'est un peu la double peine. Plus les pays sont économiquement développés, plus ils se détachent. Donc l'Afrique du Sud, le Kenya, le Ghana. En Afrique francophone, je vais citer le Maroc, je vais citer la Côte d'Ivoire. Et puis après, il y a des pays qui se distinguent quand même, et même s'ils sont plus petits, comme le Rwanda en Afrique anglophone, comme le Togo en Afrique francophone, parce qu'il y a des vraies décisions au niveau des présidences de la République, généralement, d'aller dans ce sens du numérique. Alors, c'est quoi les sauts technologiques en Afrique que vous constatez? Il y en a plein. L'Afrique, quand même, et c'est historique, c'est le continent le plus en avant sur tout ce qui est paiement par mobile. En France, on a un peu découvert ça il y a 2-3 ans. En Afrique, ça fait 15 ans. Le pays au monde où il y a le plus de transactions via son téléphone mobile, c'est le Kenya. C'est les 2 tiers des transactions du pays. Donc, autant vous dire qu'il y a un vrai coup d'avance du continent dans ce domaine-là. Mais c'est pas le seul. Typiquement, tout ce qui est santé et numérique, c'est aussi un vrai sujet où l'Afrique a un coup d'avance. Alors, sur la question de la santé, il y a beaucoup de retard par ailleurs. Mais justement, ça compense les retards des infrastructures, des formations des médecins, par le développement de la e-santé. Il y a 3 ans, c'était avant le Covid, tout d'un coup on a annoncé en France, la e-santé, la télésanté arrive en France, ça fait 10 ans qu'il y en a en Afrique. Alors, il y a des solutions technologiques qui sont adaptées au continent. C'est un continent qui a peut-être pas forcément un accès aux ressources comme d'autres pourraient l'avoir, une main-d'œuvre différente. Vous pourriez nous expliquer justement ces enseignements qu'on pourrait tirer peut-être en Europe sur une adaptation que les différents pays ont pu mettre en place pour pallier à ces manques? Les chercheurs ont appelé ça la frugalité, c'est-à-dire la capacité à s'adapter à des gens qui ont moins de ressources, moins de revenus. Je rappelle qu'il y a quand même encore des habitants en Afrique qui gagnent moins de $2 par jour, en francs compris, qui a un accès à l'électricité qui est très compliqué. On estime à 1 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'électricité, dont la moitié en Afrique. Donc tout ça, c'est des contraintes du continent, ce qui nécessite à ceux qui apportent des technologies, des services, au développement des usages, de s'adapter à cet environnement pas si facile. D'où le succès de la téléphonie mobile par rapport à la téléphonie fixe. Les Africains ont appris à surfer sur Internet, sur des téléphones, des smartphones, pas sur des PC. Donc ça fait partie de ces évolutions et de ces changements. Aujourd'hui, vous avez des technologies un peu modernes comme la blockchain, qui ont un vrai succès en Afrique, non pas pour des crypto-monnaies, ça c'est plutôt réservé aux Américains, aux Européens, mais typiquement pour des contrats,
pour la sécurisation de contrats, du cadastre, pour, par exemple, les monnaies électroniques de banque centrale, qui elles sont sécurisées. Et donc la blockchain aujourd'hui commence à avoir du succès en Afrique, peut-être même avant l'Europe, mais pas sur les crypto-monnaies encore une fois, mais sur tout ce qui permet de transférer la confiance et d'avoir confiance dans les documents qu'on nous donne. On est sur un continent où il y a peu de tiers de confiance, moins de notaires, les postes sont moins importantes. Et bien, la blockchain apporte cette sécurité. Et alors, cette croissance numérique, elle est financée par qui en Afrique? Ce sont les gouvernements qui se sont emparés? Est-ce que c'est des pays étrangers? Comment ça fonctionne? Éclairez-nous un peu. Les pays étrangers, c'est beaucoup les bailleurs de fonds, ce qu'on appelle les bailleurs de fonds, donc la Banque mondiale, l'AFD, la KfW, Enabel, etc., qui apportent ces financements. D'abord pour les infrastructures. Il y a 20 ans, il y avait très peu de caps sous-marins. Aujourd'hui, l'Afrique a des caps sous-marins partout. Ce sont souvent des acteurs publics de type Banque mondiale qui les ont financés, mais de plus en plus des acteurs privés. Je crois qu'on a quelqu'un d'Orange ici. Tout à fait. Voilà, les opérateurs télécoms font partie des grands investisseurs dans le domaine du numérique sur le continent. Et puis, on voit de plus en plus arriver des financements privés, y compris autour de l'entrepreneuriat, parce que c'est le vrai choc des 10 dernières années. Il y a 20 ans, je ne vous aurais pas parlé d'entrepreneuriat numérique en Afrique. Depuis 10 ans, ça explose littéralement. Et vous avez même des licornes en Afrique et des vrais succès dans le e-commerce Jumia, dans le paiement mobile Wave, par exemple, qui sont des entreprises, parfois américaines, parfois européennes, parfois africaines, qui lèvent des centaines de millions d'euros pour développer des usages et des services sur le continent. Mais alors, qui dit entrepreneuriat dit éducation numérique. Les infrastructures sont identiques à celles que l'on peut connaître en Europe, ou alors il y a des choses à faire encore dans ce domaine? Il y a encore du travail, ne serait-ce qu'il y a des inégalités déjà entre pays, entre des pays qui sont au bord de la mer et ceux qui sont enclavés. Le exemple que je donne toujours, Djibouti, 1 million d'habitants, une des villes les plus connectées au monde, 11 caps sous-marins. La ville la plus connectée de France, c'est Marseille, il y en a 4. Donc autant vous dire qu'il y a un gros écart. Et derrière, il y a l'Éthiopie, 100 millions d'habitants, aucun accès à la mer, donc aux caps sous-marins. C'est plus facile d'avoir d'accès au digital dans les villes que dans les zones rurales. Je rappelle qu'en Afrique, il y a encore plus d'habitants dans les zones rurales que dans les villes. Donc oui, il y a de vraies inégalités. Ça fait partie aussi de la contrainte sur le continent africain. Mais il y a des écoles, on forme au numérique, ça... Ça, c'est un véritable enjeu. Il y a un enjeu de formation qui est très grand, et notamment au numérique. On estime que dans le monde, aujourd'hui, il manque 30 millions de codeurs, dont 10 millions en Afrique. Ah oui. Attention, et je dis pas qu'il faut faire que du coding, mais quelque part, il y a un vrai enjeu de formation. Je dirais, le défi numéro 1 de l'Afrique dans les 20 prochaines années, il y en a 2, c'est l'électricité, parce que l'accès est encore inégal, et la formation du milliard de jeunes qui va arriver dans les 25 prochaines années. 1 milliard de jeunes de moins de 20 ans vont naître. Donc ça veut dire 1 milliard de jeunes à former. Le numérique peut aider à ça, mais le numérique est aussi une des dimensions auxquelles il faut les former. Et aujourd'hui, donc, il y a des écoles qui émergent, c'est de la formation à distance, comment ça les écoles émergent, il y a des formations à distance, formations professionnelles aussi, pour les plus âgés, qui est importante, pour avoir un job, et des jobs très opérationnels. On a besoin, souvent en Afrique, de Bac-3, Bac+2, parce que c'est ces gens-là qui manquent, mais c'est un véritable défi, parce que qui dit formation, dit des infrastructures, parce que tout ne sera pas par numérique, il faut des salles de classe, des salles de cours, et qui dit formation, dit professeur. Et ça, c'est un véritable enjeu parce que aucune zone dans le monde, ni l'Inde, ni la Chine, n'a eu à former 1 milliard de jeunes en 20 ans. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Alors, en écoutant tout ça, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il n'y aurait pas des exemples à prendre sur notre vieux continent par rapport à cette dynamique et par rapport à des solutions? Je pense notamment aux problématiques sur le climat, parce que les problèmes sont encore plus extrêmes en Afrique, des problématiques sur l'agriculture. Est-ce qu'il y aurait des enseignements ou des rôles modèles dont on pourrait s'inspirer? Alors nous, en tant qu'Européens, par rapport aux Africains, c'est ça? Par exemple. Oui, parce que sur l'agriculture, qui reste encore la première économie en termes de main-d'œuvre, enfin le premier secteur en termes de main-d'œuvre du continent, il y a plein de choses qui sont en train de se développer, notamment sur l'agriculture et le numérique. J'ai été un peu plus d'un mois dans un des grands incubateurs de la Silicon Valley, Plug and Play. Il y a 18 secteurs économiques. Un des 3 principaux, c'est l'agriculture. Et ils commencent, donc les Américains, à proposer des services et des solutions pour les agriculteurs en Afrique. Donc oui, il y a des véritables enjeux où le numérique peut aider des secteurs aussi qui pourraient paraître très éloignés du numérique, comme l'agriculture. Donc ça, c'est des exemples qu'on peut prendre en ligne de compte. Après, j'ai envie de dire, il y a d'énormes challenges. Et encore une fois, le numérique n'apporte qu'une partie des solutions aux défis africains. Vous avez parlé des enjeux du climat. Ça fait partie, on parlera peut-être des data centers, mais ça fait partie des vrais enjeux. Parce que comme on le sait, c'est plus facile d'avoir un data center en Norvège où il fait pas très chaud. C'est sûr. Alors qu'en Afrique, c'est une vraie problématique. Parce qu'il y a la question de la souveraineté numérique, notamment des données, notamment des États. Donc là, c'est une vraie question. Et puis d'un autre côté, pour avoir un data center, il faut avoir accès à l'électricité. Ce qui est un problème en Afrique, on l'a déjà dit, et 2, l'électricité pour refroidir.
Or, dans un continent qui est un continent chaud, vous voyez la complexité. Complètement. Écoutez, c'était passionnant, Jean-Michel, et merci de nous avoir permis de mieux comprendre les enjeux de l'entrepreneuriat en Afrique. Restez avec nous. Dans un instant, nous allons partir en direction du Sénégal et du Maroc, où je crois que vous étiez il y a quelques jours, quelques heures même, et nous allons découvrir les pépites récemment développées, et vous verrez que l'innovation n'est pas en reste. Le numérique pour tous spécial Afrique et numérique, ça continue dans quelques instants, et c'est sur Sud Radio. Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, dans le numérique pour tous, un spécial numérique et Afrique. Et tout de suite, on a le plaisir d'accueillir Benoît Delestre, directeur de la société Saviou Venture, qui est un fonds d'investissement basé à Maurice. Benoît, bonjour. Vous dirigez donc le fonds Saviou. Et avant de commencer, j'aimerais vous demander comment est née cette initiative. Bonjour Vanessa. Alors cette initiative, elle est née d'un ras-le-bol d'accompagner les entrepreneurs français, les jeunes entrepreneurs français qui ne pensent qu'à lever des fonds. Et en même temps, j'étais tiraillé par ma famille africaine, parce que j'ai un oncle et des cousins en Afrique, qui pensent qu'à répliquer des succès européens et américains, donc des plateformes, des sites internet, et qui me demandaient de l'argent à longueur de journée. Et cet argent s'est transformé en action, et j'ai pris mes premières participations dans les sociétés africaines. Ça a très bien marché. J'ai ramené des amis et on a fait un club d'entrepreneurs, un fonds d'investissement qui s'appelle Saviou Ventures. Excellent. Donc aujourd'hui, on est le premier fonds d'Afrique. On est le premier fonds d'Afrique francophone. D'accord. Vous avez une spécialité en termes de secteur d'activité ou vous couvrez l'ensemble des domaines ? Non. Comme le dit Jean-Michel, nous, on est un fonds dans le digital, on fait du capital risque. Donc, on est présent sur 3 secteurs, le transport et la logistique, la distribution et la fintech. Très bien. Alors, j'aimerais aujourd'hui que vous nous partagiez 2 de vos pépites, Benoît. Dites-nous tout. Alors, on a 2 pépites sur le continent. Une qui est dans le transport et la logistique, montée par un Sénégalais qui a fait toutes ses études en France et qui est revenu au pays. Cette société s'appelle PAPS, P-A-P-S, l'entrepreneur Bambalo, et il fait ce que la Poste n'est pas capable de faire au Sénégal. Il livre des petits colis. Il livre des petits colis achetés par n'importe quelle tante sénégalaise sur Internet et même en France, et il assure le cheminement même avec les problèmes d'adresse. Donc, il s'est fait une base de données, il a des entrepôts où il fait le dispatching et il livre des milliers de colis par jour. Et il collecte aussi de l'argent parce que c'est souvent du paiement à la livraison. D'accord. Il aurait des velléités européennes. Est-ce que ça a du sens ou alors il y a pas mal de travail déjà à faire en Afrique et on se concentre sur le continent ? On se concentre sur le continent. Aujourd'hui, on descend sur tous les pays d'Afrique francophone. Et nous aussi, Jean-Michel parlait de licorne en Afrique de l'Ouest. On a Wave. Nous, on veut être la première licorne en mobilité. Donc, on veut avoir tous les pays d'Afrique francophone et pourquoi pas anglophone et qu'on soit la première plateforme de livraison à la demande. Très bien. Une autre pépite peut-être, Benoît ? Alors, un point commun, parce qu'on est avec Esma d'Orange, on est chez PAPS avec Orange, et l'autre pépite, c'est celle qui révolutionne le domaine bancaire, donc des nouvelles générations de banques qui permettent à n'importe quelle entreprise, et je dis bien des petites et des grosses entreprises, d'avoir un compte, un IBAN et de payer en ligne. Et cette société s'appelle Julaya. C'est la première néobanque Afrique de l'Ouest et qui est en train de s'implanter aussi dans tous les pays. Et on est présent avec Orange et on va permettre à chaque entrepreneur d'ouvrir un compte et de pouvoir payer en dehors de son pays d'origine, ce qui est unique en Afrique. Okay. Vous auriez un message à faire passer aux entrepreneurs africains qui nous écoutent, Benoît ? Je recherche aujourd'hui les meilleurs entrepreneurs. On est là pour les backer, on est là pour les soutenir. Donc, si vous m'entendez, envoyez-moi vos projets de société. On est le premier fonds qui est capable d'investir de 50 000 à 1 million d'euros. Ok, saviou.vc, saviu.vc. Merci beaucoup, Benoît. Nous partons désormais au Maroc où l'on va retrouver la directrice exécutive de la RSE, de la communication et du programme Orange Digital Center pour Orange Afrique et Moyen-Orient. Asma Nefer, bonjour. On est ravis de vous avoir parmi nous, mais même si vous êtes au Maroc, où se trouve le siège d'Orange Afrique et Moyen-Orient. Donc, il faut rappeler que Orange accompagne les acteurs de l'innovation numérique en Afrique, comme l'a mentionné Benoît, avec qui vous coopérez. C'est quoi les dispositifs que vous proposez par l'intermédiaire d'Orange, Esma ? Merci Vanessa, bonjour à tous. Vous savez que Orange est un groupe télécom majeur très impliqué en Afrique dans le développement des écosystèmes numériques
des 18 pays dans lesquels il est implanté. Et nous sommes convaincus depuis longtemps que la jeunesse africaine, l'entrepreneuriat en Afrique, développer les startups africaines constitue une partie significative de la réponse aux grands enjeux que pose l'explosion démographique, comme on en vient d'en parler, et l'émergence d'une classe moyenne sur le continent. Et donc, avec les technologies numériques, les entrepreneurs peuvent trouver des solutions locales pour faciliter l'accès aux services essentiels. On peut parler des services financiers, paiement, transfert, crédit, épargne, assurance, ainsi que du transport, de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et bien d'autres encore. Nous avons... Pardon, vas-y. Donc, Asma, vous proposez un accompagnement aussi, un diplôme. Donc, qui est éligible à cet accompagnement et cette formation justement à l'entrepreneuriat, voire au code ? Alors, on a mis en place un concept qui va de la formation jusqu'à l'accompagnement, l'accélération et l'investissement dans les startups. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Orange Digital Center. Donc, il y a de la formation, du coaching sur les soft skills et les hard skills. Donc, l'Orange Digital Center, il couvre toute la chaîne de valeur de l'entrepreneuriat innovant. Donc, ce sont des espaces physiques avec des salles de formation et le dernier né au niveau équipement technologique. Donc, avec l'installation des Orange Digital Center sur les 18 pays, donc là, nous avons 11 Digital Centers ouverts. Nous entendons relever le défi de la formation des jeunes au numérique. Alors Asma, vous aussi, vous lancez des pépites, au même titre que Benoît, et je sais que vous collaborez ensemble. Faites-nous un peu voyager et dites-nous, inspirez-nous avec 2 ou 3 des dernières pépites que vous avez aidé à faire émerger. Alors, juste pour ajouter par rapport à la formation, et je pense que c'est un sujet qui est très, très important en Afrique aujourd'hui par rapport à l'accompagnement, nous adressons 3 cibles, les enfants, les femmes et les jeunes. Donc, au niveau des Orange Digital Center, mais aussi au niveau des universités et des Orange Digital Center Club que nous ouvrons dans les régions, dans les zones rurales. Et donc, nous sommes sur les grandes villes, mais aussi dans les régions défavorisées. En termes de diplôme, de certification, nous avons comme partenaire Amazon Web Services, donc qui certifie avec des certifications gratuites sur le cloud à tous nos bénéficiaires qui sont dans nos ODC. Donc, et nous avons d'autres certifications avec d'autres partenaires qui vont être mis en place rapidement. Très bien, très bien. Parlez-nous vraiment, Asma, dans l'intérêt du temps, c'est important qu'on entende un petit peu ce que vous faites très concrètement au niveau des startups. Donc, il y en a 2 qui sont de très belles pépites. Je vous laisse les choisir parce qu'on avait l'embarras du choix là-dessus, entre Cumulus, Dabadoc. Oui. Donc, il y a déjà Dabadoc qui a fait déjà ses preuves au Maghreb en proposant aux populations d'identifier les médecins disponibles dans leur ville, de prendre des rendez-vous en quelques clics. Nous souhaitons d'ailleurs étendre cette solution à l'Afrique subsaharienne pour Dabadoc, donc sur tous les pays là où nous sommes. Il y a aussi Cumulus. Cumulus qui a eu le 2e prix international d'Orange pour l'entrepreneuriat social en Afrique et avait obtenu un financement d'Orange. Il produit des machines qui ont la taille d'un mini-frigo et qui produisent 30 litres d'eau potable par jour, n'utilisant comme ressource que l'énergie solaire et l'humidité de... Franchement, très, très beau projet. Nous accompagnons aussi au niveau des ODC les jeunes à travailler sur des solutions technologiques réelles à impact social. Donc, comment le numérique va aider au développement du pays. Et nous avons choisi Artisanda, qui est une plateforme numérique, donc qui a été créée au niveau des ODC par des jeunes qui ont été formés chez nous pour promouvoir les métiers de l'artisanat. Vous savez qu'en Afrique, l'artisanat est très développé, mais n'est pas très connu. Et comment le numérique peut aider ces artisans à se faire connaître. Et donc, s'ils se font connaître, ils vont avoir plus de business. Et donc, on ne peut pas avoir meilleure promotion qu'à travers une plateforme numérique. D'ailleurs, après le lancement d'Artisanda, on a eu 500 maîtres artisans et jeunes créateurs sur cette plateforme.
6 mois après, et on n'avait pas encore une plateforme e-commerce sur cette plateforme-là numérique, c'est juste mettre en avant les artisans. Même pas 6 mois après, 60% de leurs revenus, et en majorité ce sont des femmes, ils ont augmenté 60% de revenus au bout de 6 mois, au bout d'un an, 300%. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Asma, on va devoir faire un peu court parce que dans l'intérêt du temps, mais en tout cas, un grand bravo pour ce que vous faites et comment vous accompagnez aussi bien l'entrepreneuriat que les jeunes générations et les femmes sur ce continent. Merci beaucoup. Et pour finir cette émission, nous allons retourner au Sénégal où se trouve Denis Jacquet. Denis, bonjour. Vous êtes entrepreneur et président Amérique de SOS Sahel. Et Denis, vous qui voyagez beaucoup entre l'Afrique, les États-Unis et l'Europe, j'ai envie de vous demander quel enseignement vous tirez en fait de l'entrepreneuriat et de l'innovation en Afrique. Est-ce qu'il y aurait des leçons ou des choses dont on pourrait s'inspirer? En fait, il y a deux catégories dans le monde. Hein. Il y a les vieux et les jeunes. On va faire simple. Ce matin, il y a on vous retrouve bien là, Denis. Voilà. Il y a nos vieux continents européens qui s'enferment un petit peu dans cet âge et qu'on a vu pendant la crise du Covid. Et puis, il y a ceux qui ont 50% de la population à moins de 25 ans. C'est le cas de l'Amérique du Sud, c'est le cas de l'Afrique. Et aujourd'hui, ils se sont emparés du numérique pour résoudre des problèmes du quotidien. Donc, ce n'est pas des prouesses technologiques majeures la plupart du temps, mais par contre, c'est basé, ancré sur le besoin du quotidien. Et ça permet au Brésil, dont on parle souvent assez peu en Europe, d'avoir certainement 5 des plus belles licornes mondiales qui non seulement font du chiffre d'affaires, font de la rentabilité, ont des valorisations qui sont supérieures à 10 milliards de dollars, donc on est au-delà même très au-delà du milliard. Et c'est ça qui est extraordinaire, en fait. Et finalement, l'Afrique et l'Amérique du Sud, qui ont une histoire commune un petit peu triste, celle de l'esclavage, se rejoignent par des mécanismes communs, une jeunesse commune, parfois une sociologie assez identique, et le numérique se développe pour résoudre des problèmes tout simples du quotidien. Et ça marche fantastiquement bien, parce que, évidemment, ils font des sauts de génération que nous, on n'est plus capable de faire. Parce que quand vous avez moins de 25 ans, vous ne vous posez pas la question de savoir comment je dois moderniser ou changer l'étape d'avant, vous passez directement à l'étape d'après. Alors Denis, pour conclure cette émission en 1 minute, comment vous voyez le cercle vertueux de la croissance en Afrique? Grande question, mais je sais que vous avez une idée très très précise sur le sujet. En fait, l'avantage de cette économie numérique, c'est que, elle résout des problèmes du quotidien, et bâtit et donne de l'espoir à une jeune génération qui se dit ça y est, c'est plus les plus de 60-65 ans qui trustent la vie politique, qui vont me boucher de partout, tout l'accès au pouvoir, à l'économie, etc., qui disparaît. Et ça rend formelle une économie informelle. Et ça, c'est un point majeur. Et du coup, cette économie formelle qui passe par des canaux numériques échappe aussi au pouvoir politique. Donc ça, c'est une première révolution, c'est qu'à un moment donné, ce pouvoir politique qui ralentit notamment l'Afrique n'a plus accès au numérique parce que ça lui échappe. C'est virtuel et ça passe à côté. Et de l'autre côté, l'autre révolution majeure, c'est qu'on doit encore actionner, que des gens comme Benoît et certainement Asma par les institutionnels font, c'est faire en sorte de financer autre chose que l'immobilier dans ces pays émergents et notamment en Afrique ou au Maroc que je connais bien pour y avoir vécu. Les gens, naturellement, qui ont de l'argent, financent de l'immobilier sur leur continent ou ailleurs. C'est pas comme ça qu'on enrichit son continent. Donc, il faut consacrer une partie de cet argent à faire vivre cette génération qui va donner un avenir prodigieux à ceux qui font la moitié de sa population, c'est-à-dire les moins de 25 ans, et qui vont entraîner dans leur sillage les femmes, comme le disait Asma, qui sont certainement l'avenir de l'Afrique et qui vont pouvoir émerger grâce à tous ces modèles. Merci beaucoup Denis et merci à tous nos invités, Asma, Jean-Michel et Benoît, de nous avoir fait partager une réalité qui n'est pas si loin de nous, mais qui est quand même très différente. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et que vous soyez en vacances ou de retour au bureau dès demain, je vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Avec Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités. Orange.